Salut à tous, je suis Naïm Terrache et bienvenue dans La Grande Évasion. Ici, on vise la liberté financière sous toutes ses formes, on parle investissement, business, argent et développement. Si toi aussi tu veux t'évader de la routine et de ton boulot un jour, assieds-toi confortablement, on avance ensemble. Ce que je vais vous proposer est à la fois extrêmement lucratif et extrêmement risqué. T'as décidé de jouer le tout pour le tout, de ramasser le paquet et de te tirer à Vegas, c'est ça? Non, c'était un petit peu plus compliqué que ça. Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Alors là, vous risquez pas la camisole, vous. Bonjour à tous et bienvenue dans La Grande Évasion et dans cet épisode spécial vacances où je vous ai fait un mash-up des meilleurs moments de mes interviews avec mes invités sur le show. Mais c'est pas tout, vous aurez aussi en exclusivité 2 teasers de mes prochains invités du show, Oliver Davis et Aurore Palu. La Grande Évasion, c'est une newsletter d'une demi-page que j'envoie chaque vendredi pour partager les trucs les plus cools que j'ai trouvés, découverts ou commencé à expérimenter. Ça inclut souvent des articles, des vidéos, des tweets, des livres, albums, tips, gadgets qui me sont envoyés par mes amis et par des invités du podcast que je teste et que je vous partage. S'abonner à La Grande Évasion, c'est gratuit, ça le sera toujours. Lien en description de l'épisode. On en revient au thème du jour, donc un mash-up de mes meilleures interviews. On aura donc dans l'ordre Jacques Aboutboul et l'art de la surrelance au poker ou dans la vie. Warid Akli, le spécialiste français de la retraite qui nous parle d'éducation financière et de l'importance d'être autodidacte. Estelle Castellanos avec sa précieuse expertise pour distinguer les cancers qui peuvent être évités et comment le faire. On aura Sami Beshahed aussi qui nous détaille comment il a remporté $274 000 en une seule journée de tournoi de poker. Et comme convenu, 2 teasers de mes prochaines interviews, Oliver Davis qui était fatigué de la grisaille parisienne et sur un coup de tête, bien réfléchi quand même, il a pris un billet sans retour pour le soleil de San Francisco. Et cerise sur le gâteau, Aurore Palu qui nous dévoilera sa vision sur le futur palpitant de l'immobilier. Restez connectés et à très vite, c'est parti. Tu as toujours eu ce talent de businessman, on a beaucoup joué aux cartes aussi ensemble. Oui. Tu as toujours eu ce talent pour naturellement être un personnage à la table, savoir t'adapter aux gens qui étaient en face de toi et de moi quand tu pouvais me prendre mon pognon. Et comment t'expliques ta façon de te mouvoir dans la vie par rapport aux gens à la table quand tu joues aux cartes et aussi dans la vie, quoi? Je suis le même. Je peux pas me changer. T'arrives à sonder les gens. C'est la provocation pour ouais, pour la parlent, provocation pour pas bougent. méchante, Pas méchante, non. la taquinerie, la surrelance. Oui, hein. oui, la surlance, c'est clair. Technique très connue ou pour ceux qui jouent pas au poker ou qui comprennent pas de quoi on parle. C'est quand on est face à quelqu'un et que cette personne mise de l'argent, donc en gros vous fait comprendre qu'elle a des cartes qui sont bonnes. Au lieu de subir la situation et de lui donner l'avantage psychologique, on va surrelancer, c'est-à-dire miser plus gros, de façon à faire encore plus peur à la personne. Cette technique est très adaptable à la vie en général, dans beaucoup de situations, et elle marche beaucoup. C'est une technique que tu affectionnes, je te connais. Bon, mais attends, je vais te donner un petit cas particulier qui me tient un peu au cœur parce que ça m'a vraiment fait plaisir, hein, d'accord ? C'est que bon, sur les tables de poker, comme tu as dit, pour ceux qui ne savent pas, faites attention, il y a aussi des professionnels. C'est-à-dire que pour moi, je n'ai jamais été un professionnel du poker. Je suis gagnant au poker. Et la plupart d'argent que je le gagne au professionnel. C'est assez drôle d'ailleurs. C'est ce qu'ils appellent le petit poisson. Moi, je me suis converti dans une baleine, en fin de compte. Voilà. Je sais que ça va faire rire quelques personnes, ton Naïm d'ailleurs, en ce moment, mais bon. Alors, ce qui se passe, c'est que je me souviens un jour, j'avais un garçon qui était assis à table avec nous, là, qui jouait comme une vraie patate. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre expression que celle-ci. Il n'avait aucune idée. Il a dû voir ça à la télévision. Mais c'était un garçon qui venait de Galice, du nord de l'Espagne, mais une bonne sympathique, parce qu'ils ont une façon de parler avec un petit accent qui chante. Et je regarde ce garçon, je lui fais, écoute, tu sais, cette table, elle n'est pas pour toi. Et pourquoi? Il me dit, non, parce que tu vas te faire plumer. À un moment donné, nous nous retrouvons, lui et moi. Et je fais justement ce que tu me dis. Lui, il fait sa mise, hein, donc il met sa mise, et moi, je triple sa mise. Tu lui reviens dessus. Et je le regarde, et je lui dis, tu vas perdre. Ne me paye pas. Maintenant, tout le monde me regarde et pense tous que je suis en train de bluffer. Et lui, il me regarde. Je lui dis, regarde-moi bien dans les yeux, ne te trompe pas. Mais la décision, c'est à toi. Et ben voilà. Bang, qu'est-ce qu'il fait? Il me paye. J'ai gagné la main. C'était clair.
tu vas me donner ton point de vue puisque tu as été vraiment confronté à ça directement. J'ai l'impression, moi, personnellement, plus je m'intéresse au monde de la finance, au monde de l'économie, etc., que moi, je viens de la classe moyenne. Donc, j'ai toujours vu que, j'ai toujours pensé que les gens qui gagnaient beaucoup d'argent étaient éduqués financièrement. Est-ce que toi, tu as pu constater que c'était ça le cas ou alors pas du tout? Parce que Alors, plus j'avance, plus je vois que c'est le contraire. En fait. Oui, mais moi je nuancerais. En fait, je parlerais plutôt de gens qui ont toujours eu de l'argent et des gens qui viennent d'avoir de l'argent. Ouais. Donc, quand vous êtes un héritier culturel au sens où vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents ont toujours eu des pratiques, des réflexes, des attitudes de prise de risque, d'investissement, de suivi de cet investissement, eh ben vous allez l'acquérir par capillarité. En ne rien faisant, vous allez entendre vos parents parler, par exemple, des 3 apparts qu'ils ont et du rendement que cet appartement a et de la nécessité de l'entretenir, de bien choisir son locataire, de chérir son locataire, etc. Si vous ne l'avez pas de façon native, eh ben, il va falloir que vous le fabriquiez. Ouais. Et là, il s'agit d'avoir les bons réflexes. Qui sont, si tu peux là les décrire. Encore, par exemple, j'ai un ami qui, et c'est une histoire vraie, ça va vous faire mourir de rire, qui achète dans le cadre d'un dispositif défiscalisant un studio à Bruges. Et lui, il est persuadé que Bruges, c'est le Bruges en Belgique. Des chocolats, ouais. D'accord. Et en fait, c'est à Bruges, dans le 33 en Gironde. Ok. Voilà. Et en fait, vous allez me dire que c'est pas possible. Bah si, parce qu'en fait, il n'est jamais allé voir le bien qu'il avait acheté. Et que même rétrospectivement, la personne qui le lui a proposé a fait en sorte qu'il n'y aille jamais en lui disant « Je m'occupe de tout. Vous, la seule chose qui vous intéresse, c'est la partie défiscalisante. Et puis le rendement que vous aurez. Et puis la façon de sortir de ce dispositif. Wow. » Alors, ça fait bondir certains. Mais d'autres pourraient aujourd'hui, toujours et encore, acheter un bien sans ne l'avoir jamais vu. Oui, ça se fait beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'en gros, on vous dit vous achetez un lot, mais en fait vous achetez pas un lot, vous achetez un ticket de loterie. Ouais, c'est un ticket. Et à la loterie, on gagne pas toujours. Ah ouais, tu penses que c'est aussi risqué que ça? Donc par exemple pour l'immobilier, tu dirais d'aller pour l'immobilier déjà, on va se dire les choses clairement. Quand vous achetez un bien défiscalisé, le but c'est de défiscaliser justement. Et la défiscalisation, c'est une certaine part de vos impôts que vous ne paierez pas. Donc imaginons que ça représente par exemple 5 000 € d'impôts que vous ne payez pas. Sur 9 ans, sur 10 ans, sur 12 ans. Prenons 10 ans pour la simplicité de l'exemple. C'est 50 000 € que vous aurez économisé au bout des 10 ans. Okay. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le prix que vous allez payer sur le bien, ça sera le prix du bien plus une partie de ces 50 000. Ouais. Donc, le bien, il vaut peut-être 180 000 € et vous allez le payer 240. Wow. Et il y a un autre pari aussi, c'est que ce qu'on vous vend, c'est que vous allez certainement voir l'appartement dont vous avez fait l'acquisition se valoriser dans le temps. Donc, ce que vous payez 180 000 ou 200 000 € aujourd'hui est censé valoir 250, 270, 300 dans 10 ans. Ça relève du pari pascalien. Carrément. Vous n'en savez rien. Oui, non, mais bon, on dit toujours que l'immobilier, c'est la pierre, c'est l'immobilier, ça augmentera toujours, etc. C'est un peu les vérités qu'on entend partout. Alors, c'est justement ça. Moi, je vais vous dire, ça dépend à quel moment vous rentrez dans le cycle. Ouais. Si vous rentrez dans les années 90, au moment où l'immobilier est le plus cher, et qu'à ce moment-là, l'immobilier chute un peu parce que les taux remontent très très vite, eh bien donc vous allez payer quelque chose très très cher, et il n'est pas sûr que 10 ans plus cher, vous gagnez beaucoup d'argent. D'accord. À l'inverse, si vous achetez la rumeur et que vous revendez la nouvelle, c'est-à-dire que vous rentrez au bon moment dans le cycle, et que derrière vous avez non pas les 30, mais les 10 glorieuses, bien donc là vous allez avoir un effet spéculatif à la hausse qui sera en votre faveur. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours une part de choses qu'on ne maîtrise pas. Voilà, je préfère quelqu'un qui me dit je maîtrise pas tout mais j'y vais parce que dans 70% des cas, voilà, les gens ont un gain de 10, 20, 30%, plutôt que quelqu'un qui me dit je suis sûr de doubler ma mise. Ouais, non. Voilà. Donc y aller doucement, savoir pourquoi on le fait. Moi j'aime bien une idée, par exemple, c'est quand on achète de l'immobilier, la certitude qu'on a, c'est que quoi qu'il nous arrive demain, on aura un toit sur la tête. Bon, ça c'est vrai. Donc ça c'est inattaquable. Ouais. Ça a une valeur. Ok. Mais être persuadé que ce bien va s'envoler, moi je sais pas, à Paris actuellement les prix sont en train de redescendre, pas parce qu'il n'y a pas de demande, il y a une demande énorme, mais aujourd'hui vous avez un dossier sur d'autres crédits qui est refusé par la banque, et donc là vous avez un marché assez particulier. Vous avez une demande très forte, des prix très élevés
et la moitié des gens qui peuvent pas acheter. Ouais, l'accès au crédit qui est pas une nouveauté malheureusement. Avec le fameux taux d'usure qui fait que la banque aujourd'hui elle a pas envie de vous prêter parce que en gros elle va beaucoup travailler, elle estime qu'elle gagne pas assez pour le travail qu'elle va produire. Incroyable. Voilà. Il y a énormément de cancers qui pourraient être évités dans le sens où ils sont dus à notre mode de vie. Après, tu as certaines spécificités intrafamiliales, on va dire, mais la grande majorité des cancers, c'est des cancers qui pourraient être évités, clairement. Donc, le cancer, comment on peut le schématiser, je trouve, de façon la plus simple possible, c'est des cellules qui se mettent à déconner, tout simplement, qui se mettent à fermenter, pour parler un petit peu, de façon schématique, hein, parce que c'est des processus métaboliques, mais c'est une maladie métabolique. Et donc, le métabolisme, on a totalement prise dessus. Et on peut totalement agir dessus. C'est à partir du moment où on sait qu'on sort d'une famille où il y a une tendance au cancer, ça veut pas dire qu'on va finir avec un cancer, ça veut dire qu'il faut prendre les rênes de tout ça et faire d'autant plus attention à comment on s'alimente, à quoi on est exposé dans notre environnement, etc. Donc, autant se faire suivre et prévenir les choses plutôt que d'attendre que le cancer se déclare. Ça, c'est super important. Ouais. Alors, tu parles de prendre les rênes. Je pense qu'on peut parler maintenant de ta plateforme de santé qui s'appelle atavie.fr. Explique-nous un peu la création, l'idée et les objectifs derrière. Alors, Atavie, c'est une idée qui a émergé dans mon esprit depuis très longtemps. Je dirais au moins 3-4 ans. C'était au départ la volonté de créer un espace ouvert à tout le monde, dans le sens autant les particuliers que les professionnels. Et en fait, ça vient essentiellement de mes consultations, dans le sens où je me rendais compte que je disais toujours les mêmes choses à tout le monde, peu importe le problème de santé, les symptômes, etc. Je me retrouvais toujours à expliquer que la nutrition, c'est la base, que le sommeil, le rythme circadien, le stress, etc., c'est la base, et que si tout le monde se mettait un petit peu plus à étudier ça, en tout cas si on le renseignait plus facilement, si on le rendait accessible, ce genre d'infos, il y aurait moins de problèmes de santé. Donc, dans mes consultations, je me disais, bon, c'est bien, toi tu gagnes ta vie comme ça en répétant toujours les mêmes choses, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de diffuser davantage ces informations à un plus large public pour des gens qui peut-être n'osent pas forcément sauter le pas de consulter quelqu'un ou n'ont pas pensé qu'ils en auraient besoin, mais du coup, avec Atavie, leur proposer ce service. Donc, c'est né de ça. Et du coup, c'était une belle idée, mais il fallait la mettre en application, et ça, c'est autre chose, parce que c'est un gros projet de mise en fonction, on va dire. C'est un gros site internet avec pas mal de fonctionnalités. Tu as des webinaires, tu as des articles, tu as un podcast, etc. Donc, des formats variés, en fait. Et pour le coup, par exemple, les webinaires, ça a été quelque chose où on s'est longtemps posé la question de comment le mettre en place, parce que c'est un format particulier où il a fallu faire du développement du code, etc., insérer des plugins et certaines plateformes, donc c'est un petit peu plus complexe. Ça nous a pris du temps et de la réflexion. Pendant 1 an, on a fait des réunions quasiment une fois par semaine, tous ensemble, entre le web designer et le développeur, pour pouvoir faire au mieux tout ça et articuler nos compétences. Moi, j'ai pas trop travaillé à ce moment-là, puisque moi, mon travail, c'est de fournir le contenu, donc c'était pas encore trop mon moment d'entrer en scène. Mine de rien, j'avais commencé à préparer des choses de mon côté, parce que le but, c'était de les mettre sur la plateforme, d'en mettre un maximum au moment où elles sortiraient. Donc, on a fait ça pendant 1 an, et après, Atavie est sorti en novembre 2022. Donc, c'est un fonctionnement par abonnement. Tu as un abonnement mensuel, semestriel et annuel. Évidemment, plus tu prends longtemps, plus le prix est dégressif. Et dessus, tu as accès à de l'information diverses. En fait, je voulais que ça puisse parler à tout le monde et que ça touche tout le monde. Donc, je ne parle pas que d'une maladie. J'essaie de parler de toutes les maladies, que tout le monde puisse s'y retrouver. Et surtout, j'essaie de rappeler les causes profondes des maladies, en rappelant que même si on a mis un label à une personne de tu as Hashimoto, tu as ci, tu as ça, la première des choses à regarder, c'est les fondations de ta santé, en fait. Donc, j'essaie souvent de rappeler ça. Et après, il y a certains formats qui se prêtent à des sujets plus que d'autres. Par exemple, les webinaires, c'est un format où j'aime vraiment prendre une question précise et la traiter en profondeur, que je sois seule ou avec un intervenant. En général, ça dure entre 45 minutes et 1 heure pour le webinaire. Je veux pas que ce soit des formats trop longs non plus, parce que les gens décrochent très clairement au bout d'un moment, donc je voulais que ça reste quand même dynamique. Le podcast aussi se prête aussi à des questions très précises.
Et par contre, dans les articles, on va aller plus décortiquer la littérature scientifique ou expliquer des notions. Après, tu as aussi des documents à télécharger. Donc, il y a 2 types de documents. Tu as des protocoles et tu as ce que j'appelle des petites fiches, qui sont donc plus petites, littéralement, et où là, tu vas avoir des informations plus concises, des trucs un petit peu plus rapides à consommer, on va dire. Et les protocoles, c'est vraiment un petit peu plus détaillé sur, par exemple, là, j'en ai sorti un récemment sur l'endométriose, donc tu as, je crois, 5 ou 6 pages de détails sur quoi faire pour l'endométriose, à la fois nutrition, etc. Donc, il y a tout ça à télécharger sur Atavi. Il y a également un forum qui était très important pour moi parce que je sais que les gens ont besoin d'un espace de conseil où ils peuvent poser leurs questions et se sentir en sécurité de les poser, ne pas avoir honte, parce que des fois il y a des questions un petit peu touchy qu'on n'ose pas forcément demander sur les réseaux sociaux, etc. Et je peux le comprendre. Sur Atavi, je voulais montrer que c'est safe, qu'ils ont la possibilité d'avoir cet espace-là avec nous. Également, il y a donc leur espace abonné, où ils ont la possibilité de mettre le contenu qu'ils ont aimé en favori. Donc en fait, il y a un tout petit cœur au niveau de chaque contenu. Dès qu'ils cliquent dessus, ça se met automatiquement sur leur espace abonné. Et donc, en fonction de ce qu'ils ont ou des sujets qui les intéressent, ils peuvent mettre ça en favori Personnalisation. et ils peuvent personnaliser, le retrouver plus facilement sur leur espace abonné. Il y a ça également sur leur espace abonné, ils ont la possibilité de nous envoyer un message, de nous contacter directement s'ils veulent peut-être pas forcément tout de suite mettre un truc sur le forum et l'exposer à la vue de tout le monde. Ils peuvent nous demander aussi d'aborder un certain sujet, nous suggérer un sujet, ça c'est totalement possible et c'est encouragé bien entendu, puisque le but c'est que l'abonné fasse vivre aussi la plateforme en fonction de ses attentes. Donc voilà, c'est assez. Je voulais que ce soit interactif et vraiment que la personne, quand elle arrive sur Atavi, elle ressente cette sensation de communauté et de safe play. Et donc là, ce tournoi a 1700 joueurs, il y a 1076 joueurs qui s'inscrivent, et celui-là, je le gagne. Tu le gagnes direct. Je Combien gagne. de participants? 1076. Waouh. Et Donc là, celui-là, c'est c'est le meilleur tournoi que j'ai joué de ma vie. Pourquoi? Il s'est passé comme dans un rêve. Comme dans un rêve. J'ai toujours eu énormément de jetons. J'ai Ouais. jamais été en difficulté, j'ai jamais été à tapis pour ma tournament life. Tout était de ton côté, quoi. Tout était de mon côté. Quand j'étais devant, je gagnais. Ouais. Quand j'étais derrière, je gagnais. Ouais. C'était Ok, ouais. incroyable. Enfin, il y a eu un coup où j'étais bien derrière, que j'ai gagné. Et voilà, je le gagne 274 000 $. Waouh. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu chopes cette somme-là? Là, c'est plus. Là, t'es dans la consécration. Là, tu te dis. Ça y est. Là, dans ma tête, je me dis, ok, le tournoi précédent que j'ai perdu, mais j'ai quand même gagné 494 000, c'était un truc de fou. Mais j'avais envie de prouver à Ouais. moi-même et aussi aux gens inconsciemment que j'étais là, qu'il fallait compter sur moi et que c'était pas un coup de chance. Ouais, bien C'est sûr. pas un coup de chance. Que Là, c'est plus de la chance, là. Ouais. ouais. Et donc voilà, c'était super important pour moi et une incroyable fierté. Plus que l'argent, Ouais. plus que l'argent, plus que déjà deuxième trophée, deuxième bac Ouais. et une fierté incroyable. Je me dis voilà, c'est tout ce que j'ai voulu faire, tout ce que j'ai pratiquement rêvé de faire. Et là c'est une consécration, vraiment. Je pense qu'on peut commencer par une anecdote que tu m'as racontée un jour, toi, à Los Angeles, qui m'a beaucoup marqué. Je sais pas si tu t'en rappelles. Tu m'avais raconté ce qui t'avait poussé à quitter la France. Tu étais au boulot à Paris et je crois que tu venais d'être validé ou quelque chose comme ça. Et là, tu as regardé par la fenêtre le paysage et tu t'es dit, ben non. Et, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Écoute, c'est drôle. Je me souviens très bien de cette anecdote et elle est toujours ancrée en moi. Ça fait 8 ans que j'ai quitté la France. Et en fait, c'était un été. En France, tout le monde s'était barré, vacances, juilletistes, haussiens, tous barrés, tu sais. Ouais. Et j'étais là, donc mon bureau était devant la ligne 6 à Paris, tu sais, et je regardais le métro passer, j'étais tout seul, vraiment quasiment, il y avait personne. Et, juste peu de temps avant ça, mon boss m'avait dit, Oliver, on est désolé, mais on va pas pouvoir vous donner une augmentation cette année. Par contre, j'ai une bonne nouvelle. Il y a quand même une petite partie d'augmentation qu'on pourra vous donner. Ce sera 0,01% de votre salaire. Voilà.
Waouh. C'est une bonne nouvelle. Donc, combiner ça et aussi le fait que finalement, j'étais pas vraiment fulfilled, tu vois, dans ce rôle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, euh, donc, je suis, pour un peu le contexte, je suis franco-américain. Ma mère est américaine, donc j'ai eu la chance on va dire, de naître avec la nationalité américaine. Et quand j'étais adolescent, j'allais aux États-Unis chaque été voir mes grands-parents à Los Angeles. Mhm. Et j'ai aussi fait des petits jobs. Quand j'avais 16, 17 ans, j'ai bossé là-bas et ce que j'avais vu là-bas professionnellement m'avait plu, en fait. Et du coup, voilà, pour en revenir à ce fameux été, du coup, je regardais par la fenêtre, il y avait personne, j'étais un petit peu déprimé et je me dis, there's gotta be something else. Tu vois, Mhm. enfin, ça peut pas être ça. This can't be it. Ça peut pas être ça. Tu vois, j'avais 27 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah je vois parce que c'est vraiment par là que je voulais commencer, donc on est vraiment dans le vif du sujet. Il doit y avoir Voilà, quelque chose d'autre, quoi. c'est ça. Et évidemment, maintenant, je sais qu'il y a quelque chose d'autre, mais à l'époque, surtout, j'ai l'impression en France, t'es pas sûr enfin, tu crois qu'il y a quelque chose d'autre, mais t'as pas encore eu les preuves que c'est le cas, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et j'avais vu à l'époque, j'avais beaucoup regardé Mad Men, je sais pas, qui m'avait bien plu. Et bref, je me suis dit, there's gotta be something else. Comment tu vois le futur de l'immobilier? Alors, l'immobilier évolue beaucoup, surtout avec la digitalisation. Ouais. Moi, quand j'ai démarré il y a 20 ans, je faisais encore des petites annonces dans les journaux. Ouais. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Internet. Les clients ne viennent très peu, ils viennent plus en agence. Donc, c'est pour ça aussi. Donc, il y a des avantages aussi à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux développer mon business sur toute la France grâce à ça. Internet qui est quand même un gros truc. Hein. Oui. On s'en rend pas compte. Hein, nous. Mais, Si, puisqu'en fait, dans notre métier, tout marche. Là, tu vois bien, il y a une cliente qui attend, on va bientôt s'en occuper, mais c'est vrai que tout marche sur Internet. Ouais. Les clients ne poussent plus la porte aujourd'hui. Non. On fait des estimations en ligne. On peut même faire on fait des visites virtuelles. Donc c'est vrai qu'on a des clients qui habitent partout dans le monde entier. Et qui font, du coup, ça fait beaucoup plus de business. Voilà. Beaucoup plus de... Et surtout, ça accélère au niveau de la rapidité. Moi, je l'ai vu avant, quand on faisait signer un mandat, s'il y avait 5 héritiers qui habitaient dans le monde entier, il fallait que le mandat passe par la poste et on récupérait le mandat au bout d'un mois ou deux. Enfin, bon. Aujourd'hui, avec les signatures électroniques, en 1 minute, tout peut être signé à l'autre bout du monde. Ouais. Donc, on enlève le papier aussi, de plus en plus. Donc, tous les documents, alors pour le coup, on a une quantité de documents qui s'est accélérée avec le temps. Aujourd'hui, la simplification, moi je la vois pas du tout, au contraire. Au niveau administratif, tu veux dire, fiscal, etc. On a de plus en plus de documents, c'est très très lourd. Et heureusement, on peut scanner et voilà, tous les documents sont enregistrés sur l'ordinateur. Ok. Et donc tu vois, parce qu'il y a beaucoup de, je sais pas si tu as entendu parler, la tokenisation un petit peu de l'immobilier. Alors je te fais ça vraiment très court. C'est en gros des entreprises qui achètent des biens immobiliers et qui vont, un peu comme des fonds d'investissement, qui vont les mettre en actions, en bourse, etc. Sauf que tu peux les acheter à 10 € la part, à partir de 10 € la part. Je sais pas si tu as entendu parler, ça s'appelle Brix. Non, parce que comme tu sais, alors je te l'ai dit, j'ai pas de télé. Et puis avec la vie de tous les jours. Avec ton timing, c'est comme du crowdfunding, mais pour l'immobilier. Donc tu peux aujourd'hui investir en obligation, donc c'est régi par la loi. C'est pas du tout un truc, tu vois. Tout est légal. Et il y a beaucoup d'entreprises qui font ça. Et des gens qui connaissaient pas l'investissement immobilier, qui connaissaient pas l'achat d'actions et de choses comme ça, aujourd'hui sont en train d'exploser, donc notamment avec une entreprise qui s'appelle Brix, je te montrerai juste après, et il y en a d'autres aussi qui font ça, et moi j'investis déjà beaucoup sur ça. Est-ce que pour toi ce serait un truc qui pourrait faire partie du futur de l'immobilier? Bien sûr, effectivement, aujourd'hui il y a même différentes formes d'investissement qui se sont développées aussi avec le temps. Forcément, comme on a vu, les salaires n'ont pas forcément augmenté. Par contre, les prix de l'immobilier ont relativement augmenté. Il y a différentes sociétés qui se sont montées et justement pour regrouper des personnes pour pouvoir acheter, on va dire, et puis profiter un petit peu. Après, la vie a quand même...
il y a eu un changement aussi de comportement. C'est-à-dire que je pense que du temps de tes parents, ça se faisait beaucoup. On avait une résidence secondaire, on y allait tous les week-ends, toutes les vacances, on entretenait la résidence secondaire. Aujourd'hui, les gens fonctionnent différemment. Par exemple, toi, je suis pas sûre que tu aies envie d'acheter ta maison en Bretagne pour passer tous tes week-ends. Voilà, on a eu Airbnb qui est sorti. C'est vrai que ça a beaucoup changé, ça. Ça a changé, même par rapport à l'hôtellerie. Donc aujourd'hui, on a une facilité même d'aller dans n'importe quel pays à 30 €. Enfin, on peut partir n'importe où. Et puis aussi, je pense que les personnes ont un petit peu changé leur façon d'investir. C'est-à-dire qu'il y a moins de pouvoir d'achat aussi. Il n'y a plus du tout les mêmes quantités. Les ratios ont complètement changé. Ouais. Aujourd'hui, les personnes ne mettent pas la même quantité financière dans leur logement qu'à 20 ou 30 ans. Ouais, ça a beaucoup changé. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, les gens vont partir soit en week-end, soit vont louer un Airbnb. Il y a aussi des formules de vacances all-inclusive qui permettent de pouvoir changer de lieu régulièrement. Donc c'est vrai que les gens ont changé de comportement aussi. Si vous pensez que l'épisode peut intéresser quelqu'un, foncez, lui envoyez le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je laisserai un lien en description. Et d'ici là, restez connectés. Je suis Naïm Terrache et le but, c'est la grande évasion.